Au Mali, les cancers féminins, notamment du sein et du col de l'utérus, prennent de plus en plus d'ampleur. Mais au-delà du drame médical, c'est un véritable fardeau économique qui pèse sur les familles. Une séance de chimiothérapie peut coûter entre 100 000 et 200 000 francs, sans compter les déplacements, les médicaments introuvables ou trop chers. Faute de moyens, certains patients interrompent leur traitement, compromettant leurs chances de guérison. Jusqu'où les familles peuvent-elles supporter ce coût et que fait l'État pour alléger ce fardeau? Cancer du sein et du col de l'utérus, un fardeau économique pour les familles, c'est le titre de cette émission. Le développement avec nos spécialistes, c'est juste après le générique. Bonsoir à tous et bienvenue dans Entreprendre, votre magazine dédié aux entrepreneurs et aux différents acteurs de l'économie. Cancer du sein et du col de l'utérus, un fardeau économique pour les familles, c'est le titre de cette émission. Et pour nous éclairer, j'ai le plaisir d'être accompagné de 4 spécialistes que je m'en vais vous présenter. Madame Kadiatou Kanté, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Je précise à nos téléspectateurs que vous êtes survivante du cancer du sein. Vous êtes la présidente de l'association des combattantes du cancer du sein. Oui. Est-ce que vous pouvez brièvement nous présenter cette association? Je sais que vous l'avez mise en place après votre phase de rémission, c'est bien cela? Oui. L'association a été créée le 4 février 2016, après mon premier traitement, parce que j'ai fait du cancer. Après le cancer du sein, j'ai créé l'association et c'est parti de bouche à oreille, c'est parti comme ça dans les hôpitaux. Vous allez tout à l'heure nous expliquer votre histoire et les raisons fondamentales qui vous ont poussé à mettre cette association en place. Une association qui aide et accompagne énormément de femmes qui ont souffert ou souffrent du cancer du sein. Oui. J'ai le plaisir également de présenter Dr Mamadou Koulibaly. Bonsoir et merci également d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chirurgien cancérologue. Vous êtes chercheur en cancérologie donc, au CHU du Point G. Est-ce que là aussi, vous pouvez brièvement nous préciser ce sur quoi portent vos travaux? Merci pour l'invitation et merci de nous avoir donné l'opportunité. En fait, nous avons commencé la recherche cette année. On n'a pas une structure carrément dédiée pour la recherche actuellement. C'est dans le projet. Mais déjà, bien avant, on participait à des thèses, à des mémoires. Et c'est qui est la base déjà de la recherche et nous avons plein de projets dans l'avenir. Et vous allez tout à l'heure nous expliquer comment est-ce que vous travaillez pour diagnostiquer notamment ces femmes victimes du cancer. J'ai également le plaisir de présenter Dr Madanili. Bonsoir également. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes oncologue médical de renom. Je sais que vous êtes quelqu'un de très occupé. Vous êtes donc à la tête du Centre international d'oncologie du Forum médical donc de Bamako depuis 2023. Auparavant, vous avez dirigé le service d'oncologie médicale du CHU Mère-Enfant Luxembourg, donc de 2016 à 2023. Vous avez également, bien sûr, travaillé en tant que responsable d'oncologie médicale au centre hospitalier universitaire du Point G de 2010 à 2015. Vous avez un CV qui est très long, mais docteur Madanili, pouvez-vous là aussi revenir brièvement sur l'intérêt de ce centre? En quoi ce centre change fondamentalement le système de lutte dans notre pays? Alors, merci beaucoup, Michel Amar, et c'est l'occasion de remercier tous les téléspectateurs de TMN. C'est avec un réel plaisir que je parle devant vous ici, au nom du Centre international d'oncologie, du Forum médical à Trokrobou, à Bamako. Alors, quand vous avez parlé de mon parcours, donc moi, j'ai eu la chance, quand je suis fraîchement venu de la France, là où j'ai eu la chance de me spécialiser en cancérologie, pas de publicité pour un pays. Donc du coup,
Quand je suis rentré, donc moi, j'ai fait la fonction publique, j'étais fonctionnaire. Donc c'est en ce sens que j'ai exercé chez mon maître au CHU du Poinché, le service du professeur Dapali Diallo. Et ensuite, j'ai eu la chance, comme au CHU Luxembourg, donc on venait de créer un service d'oncologie, donc moi j'ai été le premier oncologue à diriger ce service. Donc, et ensuite, pour des raisons personnelles et de vision, donc j'ai quitté le CHU Luxembourg, c'est ce qui m'a conduit actuellement au Centre international d'oncologie. Ce qui est important et fondamental en cancérologie, l'objectif et l'idéal partout dans le monde est qu'on ait le même traitement, diagnostic et prise en charge sur place. Et donc c'est ces rêves qu'on est en train de réaliser à minima et on espère qu'il va grandir pour qu'il y ait plus un gros centre international de ce nom à Bamako et ensuite dans toutes les régions du Mali. Donc c'est une vision, c'est un rêve et d'un parcours personnel. Et justement, vous aurez également l'occasion de nous parler en détail des actions de ce centre. Mais avant, j'ai le plaisir de présenter Dr Aminata Traoré. Bonsoir également et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la directrice générale adjointe de l'Office national de la santé et de la reproduction, ONASR. On peut le dire, c'est vraiment le bras pratique du ministère de la Santé. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Je suis, comme vous l'avez bien dit, Dr Traoré Aminata Cissé. Je suis gynécologue de formation et j'ai exercé au nord et puis à Bamako, dans le commune de Bamako. Donc, l'ONASR, comme vous l'avez si bien dit, c'est un service technique qui est chargé de la santé de la mère et de l'enfant. Donc, avant, on était au niveau de la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique, mais comme beaucoup de pays, il fallait créer une direction de la santé et de la reproduction. Et on a été les derniers pays à le créer. Donc, actuellement, on est vraiment une structure chargée de la prévention et du traitement de la santé des femmes et des enfants au Mali. Une structure centrale du ministère de la Santé et du Développement social. Merci à toutes et à tous vraiment d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes conscients que vous êtes vraiment très sollicités, surtout en cette période. C'est donc pour nous l'occasion vraiment de vous remercier d'être sur ce plateau pour nous édifier. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à suivre ce grand temps qui va nous permettre de revenir sur cette action Octobre Rose. Octobre Rose qui a été lancée en 1985 aux États-Unis, au Mali, a suivi le pas en 1995. Depuis, plusieurs choses ont été faites. Suivons cet élément. Clarisse Ouri est en rémission du cancer du sein. Elle se souvient du parcours angoissant qu'elle a dû traverser lorsqu'on lui a diagnostiqué cette maladie il y a quelques années. La prise en charge, elle n'est pas très immédiate. Ensuite, je dirais que ça, c'est surtout parce que nos médecins qui font un travail extraordinaire sont surchargés. Les infrastructures ne sont pas assez modernisées. Et aussi, là-bas, c'est bondé. Il faut un rang pour pouvoir accéder à certains soins. Donc la prise en charge, je ne dirais pas qu'elle est totale, mais il y a des efforts à faire. La jeune Malienne soutient qu'il y a également des efforts à faire en ce qui concerne le coût du traitement. Tout comme d'autres patients, Clarisse Ouri ne comprend pas pourquoi l'assurance maladie obligatoire AMO ne prend pas en charge les médicaments, sachant qu'ils sont coûteux. Pour une personne sans assurance, une cure de chimiothérapie coûte environ 200 000 francs CFA. Il faut savoir que le traitement contre le cancer n'est pas pris par l'AMO. Comme je l'ai dit, je le répète, les médicaments coûtent excessivement cher. Donc une mutualisation des traitements, aussi une modernisation, j'insiste beaucoup là-dessus. Quand vous allez dans d'autres pays, vous voyez qu'ils ont fait des avancées énormes. Non seulement dans la prise en charge, dans le traitement, mais aussi dans la gestion de la douleur. Parce qu'il faut savoir que se battre contre le cancer va rarement sans ressentir des douleurs atroces. Des douleurs? C'est ce qu'a ressenti cette mère de famille dans son sein droit, où elle a constaté une petite boule. Elle n'y a pas prêté une grande importance jusqu'à ce que cela s'empire et qu'elle fasse le dépistage.
Nsin kinimolo China. Ne y'o lay kuru kumola. Ne y'a ɲɛfɔ cɛ la ɲɛna. A ko k'an ka taa dɔgɔtɔrɔso la. Ne yɛrɛ ko k'an ka to yen fɔlɔ. Kuru kumayara o kɔfɛ. An taara dɔgɔtɔrɔso la. An y'a lay bon a kɛra cancer ye. A kɛlen cancer ye. Filanan fɛnɛ o kun ye numanbolo sin ye. O fɛnɛ yirala na ko cancer o fɛnɛ touché. Bon analyse de y'a yira na ko cancer y'a ye. Parce que an ye analyse kun fɔlɔw bɛɛ kɛ. Olu de a yira na ko cancer bɛ na. N'ayant pas assez de moyens pour sa prise en charge, Farima Kone a pu compter sur l'aide des associations à l'image de l'association de combattants du cancer du sein ou encore de Médecins sans frontières, MSF Mali. Alhamdoulilah, mɔgɔ ni mɔgɔ ɲumanw b'i kɔ, I ka bana bɛ nɔgɔya. Parce que a furakɛli ma nɔgɔn, a wari bɔ ka ca. Hali k'a da analyse yɛrɛ kelen dɔw bɛ taa 40,000 50,000 analyse kelen. A charge ka bon mɔgɔ kelen ma. Hali ni million de b'i kun cancer furakɛli la I bɛ mɔgɔ sɔrɔ, mɔgɔ min b'i dɛmɛ. N'i ma mɔgɔ sɔrɔ, a furakɛli ma nɔgɔn. Ne kɔni Médecins sans frontières mɔgɔw, olu ye n dɛmɛ kosɛbɛ. Le coût des soins pousse certaines patientes à interrompre leur traitement. Ceux qui sont dans les régions sont pour la plupart obligés de se rendre à Bamako pour être pris en charge, entraînant ainsi des dépenses supplémentaires. Afin de soulager les familles du poids financier de la prise en charge, de nombreuses associations et ONG ont vu le jour ces dernières années. C'est le cas de la Fondation FAD, qui aide les femmes atteintes du cancer du sein. En octobre 2024, à nos jours, on a dépisté 9000 femmes. Et sur les 9000 femmes, on a eu 84 cas positifs du col et 59 nodules du sang. Et nous avons également effectué des biopsies et on a effectué 46 biopsies jusqu'à aujourd'hui, dont 17 cancers de col confirmés et 2 cancers du sang confirmés. Nous apportons 3 types d'appui. D'abord la sensibilisation à travers les canaux de sensibilisation mis en place. Après ça, nous faisons les dépistages en collaboration avec les autorités sanitaires, les centres de santé partenaires. Et nous dépistons, nous mettons à leur disposition des kits, des intrants, les permettant de faire le dépistage. En dehors de ça, nous prenons en charge les cas confirmés des cancers. Donc, quand on parle de la prise en charge, c'est d'abord les différentes analyses jusqu'à la finalisation. Au Mali, le cancer du sein et celui du col de l'utérus sont les 2 formes de cancer les plus courantes chez les femmes, comme l'a rappelé la ministre de la Santé et du Développement social lors du lancement officiel de la campagne Octobre Rose 2025. Environ 384 cas de cancer du sein et 284 cas du cancer du col ont été diagnostiqués en 2024 à travers le pays, selon le rapport d'analyse des données du registre des cancers. La disparité des services de diagnostic et de traitement explique les faibles taux. Le Mali a introduit depuis novembre 2024 le vaccin contre le papillomavirus humain HPV dans le programme élargi de vaccination chez les filles de 10 ans. L'objectif de l'initiative mondiale contre le cancer du sein est de réduire la mortalité qu'il provoque de 2,5% par an et d'éviter ainsi 2,65 millions de décès entre 2020 et 2040 dans le monde. Pour prévenir le cancer, les spécialistes conseillent aux femmes d'apprendre à connaître leur corps en pratiquant l'autopalpation mammaire à la fin de leur cycle menstruel. L'activité physique est également recommandée. Le dépistage précoce et le suivi médical régulier sont fortement recommandés. Le premier ennemi du cancer, c'est le dépistage précoce. Parce que lorsqu'on fait ce dépistage, on peut contenir la chose. Comme je le dis, ce n'est pas la taille ni la force du coup qui terrasse l'adversaire. C'est la connaissance de son point faible. Et le point faible du cancer, c'est le dépistage.
Le point faible, du cancer, c'est le dépistage. Nous aurons l'occasion de parler de dépistage tout à l'heure. Mais madame, monsieur, pour faire comprendre à nos téléspectateurs qui nous suivent actuellement, docteur Madanili, docteur Koulibaly, docteur Traoré, quand on parle du cancer du sein, on fait allusion à quoi? Comment attrape-t-on le cancer du sein? Quels sont ses premiers symptômes? Qu'est-ce qui doit tout de suite alerter? Je vais commencer par vous. Merci beaucoup, M. Amar. On parle de cancer du sein quand l'unité fonctionnelle du sein, qui est la cellule, se met à se multiplier de façon anarchique et incontrôlée dans le temps. Et cette cellule, malheureusement, a la caractéristique fondamentale de se détacher du sein à travers les vaisseaux sanguins, les vaisseaux lymphatiques, pour aller coloniser une autre partie de l'organisme. D'abord, ça commence par les ganglions sous les selles, et par la suite, ça peut être le poumon, le foie, le cerveau, et ou les os. C'est ce qui constitue la gravité du cancer du sein, parce que vous avez bien compris que ça peut mettre en danger la vie de la femme. Et l'objectif ultime du dépistage, c'est de ne pas voir des formes avancées, voire très avancées, qui vont mettre en danger la vie de la femme. Donc, si on a bien suivi cette définition, donc cette cellule, quand elle devient cancéreuse, elle va se manifester dans la plupart des cas sous forme de boules ou nodules dans les seins. Dans la plupart des cas? Voilà, majoritairement. Ça peut être une plaie spontanée sur la peau, sur le sein. Ça peut être une douleur sournoise qui va, qui revient. Ça peut être une piqûre, un picotement au niveau du sein, où la peau du sein, du sein va changer d'aspect. Et il y a un aspect que nous on appelle, dans notre jargon médical, aspect du peau d'orange. Et dans dans notre langue bambara, alors que généralement ça n'a rien à voir avec ça. Donc, tout à l'heure, docteur Traoré, tout à l'heure dans le reportage que l'on a vu, on a entendu une dame qui disait que elle a découvert une petite boule au départ et son mari lui a dit de partir à l'hôpital. Elle a entre guillemets négligé un tout petit peu et plus tard cette boule est devenue une grosse boule. C'est comme ça que ça fonctionne? Oui, vous savez, c'est pour ça qu'on demande aux femmes à chaque fin de menstruation de faire l'autopalpation des seins. Et on les apprend à le faire au niveau de nos structures sanitaires. C'est pour vraiment détecter une masse au niveau des seins. Et une petite masse n'est pas à négliger. Il faut automatiquement aller voir les spécialistes pour voir est-ce que c'est une tumeur banale ou bien c'est maligne. Ça, il faut des investigations. Donc c'est pour ça qu'on nous demande toujours aux femmes de faire l'autopalpation après chaque cycle menstruel. C'est important de le faire. Et on les apprend à le faire aussi. Vous parlez d'apprendre à le faire, on comprend que certains n'ont pas peut-être cette culture de l'autopalpation, mais docteur Koulibaly, toujours sur la même question, elle l'a dit, quelque temps après, elle s'est rendue compte que son sein, qui était touché du côté gauche, finalement, c'est comme si la maladie se répandait dans son corps. C'est comme ça que cela fonctionne? Merci pour la question. C'est vraiment un réel plaisir d'être là avec ces différentes personnes qui sont impliquées jour et nuit pour lutter contre le cancer. Effectivement, c'est ce qui est paradoxal en fait. C'est le cancer et souvent les patients s'attendent à ce qu'il y ait de la douleur. Donc, alors que très souvent, il n'y a pas la douleur, ce n'est pas vraiment le premier plan, très souvent. Oui, la boule est là, mais ça ne fait pas mal, donc ils vont rester. Et comme Dr Lee a dit, le cancer, différent des autres maladies, c'est qu'il a la potentialité, là où il est né, de quitter là-bas pour aller s'implanter ailleurs. C'est ce qu'on appelle la métastase. C'est ce qu'on appelle. Il y a l'histoire naturelle de tous les cancers. Hein. Chaque cancer a son propre histoire naturelle. Maintenant, pour les seins, généralement, c'est comme il a dit, c'est une boule, ça peut être des modifications, ça peut être même un écoulement, surtout quand les seins coulent du sang, et surtout ça, si ça vient d'un seul port. Ça doit tout de suite alerter. Voilà, ça doit tout de suite alerter. Donc, c'est que le message a passé, c'est que si on a une boule, ou on a constaté une modification au niveau du sein, tout de suite, il faut aller voir un médecin. Ce que je voulais ajouter,
c'est que le contexte malien, d'ailleurs le cancer du sein, on a dit c'est le premier cancer, ça a été toujours répété. Le contexte, c'est surtout que ça atteint des sujets jeunes chez nous. Ça atteint des sujets jeunes et qui sont les piliers de l'économie. Et généralement, le diagnostic aussi est tardif, malgré tous ces efforts de sensibilisation. C'est pourquoi je me dis, est-ce que finalement, il ne faut pas aller au-delà de tout ça. Et le fardeau économique est rarement évoqué. C'est pourquoi j'ai eu vraiment du plaisir à être là pour parler de ces différents aspects. Et justement, vous faites bien de le préciser, hein, Entreprendre est une émission économique et bien sûr, nous allons mettre l'accent sur l'aspect économique. Mais Madame Kanté, oui. Vous avez découvert en 2015 que vous étiez atteinte du cancer du sein. Vous aviez 52 ans. Racontez-nous un peu comment déjà vous l'avez su et ce que vous avez fait après. Bon, un jour par hasard, quand je me lavais, j'ai touché une boule en mon sein. Bon, je ne me suis pas inquiétée parce que, comme l'a dit Dr Lee, Doumensima m'avait piqué. Donc, je croyais que c'était ça. Donc, je suis restée à la maison comme ça. Mais, comme au fur et à mesure, j'ai constaté que la boule grossissait. Donc, il fallait... C'est en ce moment que je suis partie voir feu à son âme, paix à son âme, docteur Bassirou Drabo. Donc lui m'a examiné. Donc c'est lui qui m'a opéré d'abord. Ensuite, il m'a envoyé chez docteur Lee pour la chimiothérapie. En ce moment, il était au Luxembourg. J'ai fait mes 6 mois de traitement. Après les 6 mois, j'ai fait la radiothérapie. Bon, comme après ça, il faut faire des contrôles. Avec les contrôles, quand j'étais à 6 mois de contrôle, on a constaté aussi que j'avais une tache à mon poumon droit. Mon sein, c'est gauche, c'est mon sein gauche. Mais on a constaté une tache à mon poumon droit. Donc, je suis allée faire cette opération aussi. Je ne voulais pas ça. Parce que je me suis dit que vraiment c'est la fin. Oui, 2 opérations en 2 ans, vraiment c'était trop pour moi. Donc c'est grâce à mon docteur que j'ai accepté d'aller faire cette opération encore. Ensuite je suis revenue chez lui au Luxembourg pour faire ma 2e chimio. Ça c'est en 2017. Donc de 2017 jusqu'à aujourd'hui, vraiment je dis Dieu merci. Je n'ai pas eu d'autres problèmes. Vous n'avez pas eu d'autres problèmes. Vous avez suivi tout ce, j'allais dire, processus-là au Mali Au Mali, j'ai fait tout ici. Mais quand on m'a diagnostiqué, je n'étais pas sûre, je n'étais pas convaincue et je ne savais pas aussi qu'on traitait le cancer au Mali. Donc j'ai voulu aller en France. Je n'ai pas eu de visa. Donc je suis partie à Dakar. J'ai repris tous mes examens et quand ça a été confirmé là-bas. C'est en ce moment que je suis venue pour faire mon traitement ici. Et docteur, et là je vous pose la question à tous les 3. Madame Kanté vient de dire tout de suite, elle ne savait pas qu'on pouvait traiter le cancer au Mali. Et à chaque fois, même tout à l'heure dans le reportage, il y avait tout ce problème d'information. Comment l'expliquer? Imaginez-vous, M. Amar, que dans notre système même de santé, en commençant par la fac de médecine, la cancérologie n'était pas enseignée. La cancérologie ou l'oncologie médicale est une discipline récente dans l'histoire moderne de la médecine d'abord, partout dans le monde. Et particulièrement au Mali, la cancérologie a commencé à être enseignée à la fac de médecine à partir de 2015. 2015 qui coïncide avec... Premier élément important. Deuxièmement, la première association de lutte contre le cancer au Mali par les anciens malades, paix à l'âme de la présidente, Mme Koulibaly Oumou-Diarra, on lui rend un grand hommage. Almac a été créé dans les années 2000, comme Mme Kanté, suite à son expérience. Moi, j'étais étudiant à l'époque dans les services du professeur Daba au Point G. Ensuite, du coup, et au niveau du ministère de la Santé, comme l'a dit madame au nom de l'ONACER, voilà, docteur Traoré, il n'y avait pas de plan national contre les cancers. Parce que c'est le plan national contre les cancers, généralement, dans un pays qui est chargé de sensibiliser, d'éduquer, de former les médecins, de mettre la politique nationale de prise en charge du cancer.
Donc, au cours de l'histoire, on a essayé de mettre des plans de lutte contre les cancers du col et du sein. Donc, historiquement, jusqu'au jour où je vous parle, il n'y a pas de plan national contre les cancers. Donc, vous comprenez aisément les déficits d'information. Mais alors que, pardon, qu'à cela n'y tienne, j'insiste, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Donc, les associations, avec la création des combattantes, et ensuite, moi, étudiant revenant, il y avait une association au Mali. On a dit, mais ça, c'est pas possible. Donc, les associations des malades se sont mis ensemble, Simaso, Nani, Almac, les combattantes. Donc, le 4 février, je me rappellerai toujours, hein, le 4 février. De quelle année? C'était 2016. On a fait la première sensibilisation officielle en République du Mali sur les cancers. Parce que le 4 février, c'est la journée mondiale contre les cancers. On va faire des publicités dans un hôtel La Place. On a invité tout le monde. On a fait une visioconférence, je peux le dire, avec l'Institut Curie, les experts, les associations. Et on a invité tous les médecins du Mali, qui a été un premier succès. Et ça a été sorti au journal de 20h de l'ORTM. Et ça a été précurseur? Ça, je l'ai dit avec toute ma force. C'est ce qui a été précurseur. Et c'est la lutte contre les cancers, comme dans la plupart des pays du monde, c'est la société civile qui s'est accaparée. Et au Mali aussi, c'est la société civile, surtout les associations des malades, d'anciens malades, qui a amené cet engouement populaire. La preuve, jusqu'à présent, on n'a pas de plan cancer. Et on va en parler tout à l'heure. Pourquoi est-il important que cette journée ait vu le jour? Est-ce que ça a fondamentalement changé la manière de percevoir le cancer au Mali, quand on sait qu'il y a plusieurs préjugés autour? Docteur Traoré? D'accord, merci. Bon, moi, je crois que le cancer, ce n'était pas bien connu au Mali. Il n'y avait pas de communication autour du cancer au Mali. C'était comme un tabou. Les femmes disaient que c'est une malédiction bien et qu'on a jeté du sort sur la personne. Donc, même si tu as cette maladie, on n'en parle pas. Et c'est ça le problème. On n'en parlait pas. C'était dans la famille. On partait surtout vers les thérapeutes pour se faire soigner. Donc, il n'y avait pas de communication. C'est quand on a commencé peut-être avec les campagnes de sensibilisation, de communication, que les gens ont commencé à comprendre ce que c'est que ce cancer. Donc voilà comment c'est venu. Avant, on ne parlait pas du cancer. On ne peut pas dire que tu as le cancer. C'est un tabou. Et docteur Coulibaly, je vous donne la parole juste après cette première infographie que je vous invite à regarder, qui va nous permettre de parler des formes de cancer les plus courantes chez les femmes en 2020. Donc, d'après le registre national des cancers, on parle de 28,8% de cancer du sein, 25,1% du cancer du col de l'utérus. Et vous me direz que ces chiffres vraiment ont changé depuis 2020, mais je vous avoue qu'on n'a pas trouvé les chiffres plus récents. Mais qu'est-ce qui fait que le cancer du sein soit un cancer, pardon du terme, peut-être que ce n'est pas le mot qu'il faut utiliser, mais soit prisé au Mali? En tout cas, soit le cancer qui touche beaucoup plus de femmes. En fait, je dirais que c'est le cancer le plus connu. Sinon, c'est le cancer le plus fréquent, et vu l'organisation de l'Octobre, vu toute la sensibilisation autour de ce cancer, donc les gens participent de plus en plus à des campagnes de dépistage. Donc si on remarque, même dans les pays européens, c'est surtout après ces mois d'Octobre Rose que les gens ont adhéré. Il y a eu des financements, il y a eu beaucoup de volontaires, il y a eu beaucoup de sensibilisation, beaucoup de communication. Donc c'est le cancer le plus dépisté, donc c'est forcément le premier cancer réellement. Maintenant, par rapport aux données, réellement on parle de ces registres du cancer qui tient compte que des données de l'anatomopathologie. C'est-à-dire c'est des données qui sont recueillies à travers l'analyse qui permet de prouver que c'est un cancer. Ces données-là viennent là-bas. Donc réellement, ça... Moi, j'ai eu des problèmes. Est-ce que ça décrit réellement l'état des données du Mali? Moi, je ne dirais pas. Et puis, on n'a pas un système d'enregistrement des données cliniques. Voilà, au Mali, le gros problème que les gens n'en parlent pas beaucoup, c'est surtout le manque d'instituts de cancérologie ou un centre de cancérologie. On va en parler tout à l'heure. Voilà, c'est vraiment un défi qu'il faut relever. Je pense que ça va être une solution à beaucoup de ces problèmes de données.
Et en parlant, je vous donne la parole juste après ça, Dr Ly. Tout à l'heure dans le reportage, cela a été dit, même en 2024, la ministre de la Santé parlait tout à l'heure de plus de 384 cas de cancer des seins qui a été détecté, 284 cas de cancer du col de l'utérus. Et on voit toujours que, en tout cas dans les données, montrent que le cancer du sein est un peu plus élevé par rapport au cancer du col de l'utérus. Dr Ly. Alors, ce que je voulais ajouter par rapport aux chiffres, qui est très important. En fait, il a parlé des registres de cancer au Mali. En fait, comment ça marche? Ça regroupe les informations de tous les cancers qui ont été effectivement prouvés scientifiquement et médicalement à l'hôpital. Donc, ça veut dire les gens qui ont eu un parcours sanitaire officiel et qui ont eu accès à une biopsie. Donc, du coup, comme il l'a dit, donc ça laisse les Maliens qui n'ont pas accès aux structures sanitaires, quelle que soit la raison. Vous comprenez la crise actuelle, premièrement. Et deuxièmement, comme nous sommes dans une émission de fardeau économique, il y a des gens, comme il l'a dit, les médecins pensent qu'il a un cancer, ils donnent les bilans ou bien les examens à réaliser pour confirmer le cancer, parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils ne pourront pas faire. Donc du coup, ces registres sous-estiment largement les chiffres du cancer au Mali. Nous sommes tous unanimes là-dessus. Donc on ne peut pas avoir des chiffres oui, assez proches. Je vous donne la parole. Parce que je vous ai donné les limites du registre actuel. Le jour où on aura les chiffres réels, c'est le jour où, pour les cancers, c'est-à-dire toute boule qu'a une femme ou quel que soit l'organe, la partie de l'organisme, si à l'hôpital tu viens, on te biopsie, c'est gratuit, on fait tout gratuitement. Ces jours-là, les gens vont aller à l'hôpital massivement ou dans les structures de santé et on va poser les diagnostics réels et ensuite on aura les chiffres exacts. Et nous espérons, avec les campagnes d'Octobre Rose, qu'on va aller vers ça et surtout avec le futur plan cancer. Docteur Traoré ne sont pas d'accord. Donc, merci. Ces chiffres-là, ce sont les chiffres de la campagne Octobre Rose de 2024. C'est ce qu'on a eu à faire pendant les la 384, campagne, pendant la campagne de 2024. Et je l'ai dit tout au début qu'on est en train de paramétrer les indicateurs de cancer du col de l'utérus et du sein dans le diagnostic. On a fait déjà un premier travail. Tant que ce n'est pas paramétré dans notre système d'information sanitaire, on ne peut pas avoir de chiffres fiables. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. C'est sûr que l'année prochaine, ça va changer, ça va augmenter encore. Parce qu'il y aura des résultats. Il y aura vraiment du paramétrage dans le diagnostic qui va faire sortir vraiment les nouveaux cas de cancer. Madame Kanté, je vous donne la parole juste après cette infographie. On va parler des cancers recensés au Mali en 2020. On parle de donc, plus de 14 000 nouveaux cancers. Là, on parle de tous les cancers. On parle seulement, pour ce qui concerne les cancers du sein et du col de l'utérus, on parle de 4 400 au moins. Ça, vous me direz que ces chiffres sont peut-être même en deçà. Mais pour parler du traitement, Madame Kanté, oui. Quand vous avez découvert que vous étiez atteinte du cancer, vous l'avez dit, vous êtes allé voir un médecin qui a eu la confirmation. Parlez-nous de ce parcours-là que vous avez traversé. Où est-ce que vous avez été prise en charge et comment est-ce que cela s'est passé? Et plus largement, est-ce que vous sentez une évolution dans cette prise en charge 10 ans en arrière? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en 2025. Cela fait 10 ans que vous avez été diagnostiqué pour la première fois. Bon, moi, j'ai commencé mon traitement au Luxembourg. Parce que c'est là-bas que j'ai été opéré. Bassirou Drabou, il était à la PMI 1. Mais c'est au Luxembourg qu'il m'a opéré. Donc, après ça, c'est le docteur Ly qui m'a suivi, qui a fait la chimiothérapie. Donc, de 2015 à maintenant, bon, moi je dirais qu'il y a eu des progressions, mais sur le plan médicaments, parce qu'à l'époque, notre traitement était pris en charge par l'amour. À l'époque, le traitement était pris une partie. Oui, était pris par l'amour. Maintenant, il n'y a rien. Ce n'est plus le cas. Oui, ce n'est plus le cas. Donc les malades souffrent parce que les produits coûtent excessivement cher. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Raison pour laquelle les gens préfèrent aller voir les tradithérapeutes que d'aller à l'hôpital. Et docteur Traoré, Madame Kanté vient de dire tout à l'heure que il y a quelques années,
l'assurance maladie obligatoire AMO prenait en charge une partie en tout cas du traitement, pardon. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi aujourd'hui ce n'est plus le cas? D'accord. Est-ce que c'est parce que, justement, elle l'a dit, ça coûte cher, il fallait un peu alléger ce fardeau Non, c'est pas ça. Tous les médicaments qui sont quand même paramétrés dans l'AMO peuvent être encore pris en charge. Donc, tous les médicaments qu'on met dans la liste AMO est disponible. Et c'est pas pourquoi ça ne fait pas sortir ça. Sur le début, elle avait le produit dans l'AMO, c'est sûr que ça existe encore. Mais c'est pour vous dire que là où on est, vraiment, je remercie le ministère de la Santé et du Développement social pour tout ce qu'ils sont en train de faire pour le pays. Je ne peux pas parler de la gratuité des soins sans parler de ce qui existe. On a eu beaucoup de gratuité. Et quelqu'un paye ces médicaments. Il y a la gratuité de la césarienne depuis 2005. On est sur ça. Il y a la gratuité de prévention et de prise en charge du palud sur la femme enceinte et les enfants de moins de 5 ans. Il y a la gratuité de VIH, la tuberculose. Tout ça, ça vient quelque part. Les patients ne payent pas, mais quelqu'un paye. Et actuellement, il n'y a que la gratuité encore de la dialyse, les insuffisances rénales. Il y a la dialyse où 5 régions sont prises en charge. Kaï, Sigasso, Ségou, Mopti, Bamako. Bamako, il y a 3 nouveaux centres qu'on a ouverts. Tout ça, ce sont des gratuités. Et tout le monde sait que les gratuités, ça coûte cher. Et non, je vais toujours continuer. Et par rapport au cancer, on est en train aussi de travailler avec Médecins Sans Frontières. Médecins Sans Frontières ne peut pas aller traiter les femmes sans notre avis. On est en train de travailler en collaboration avec les Médecins Sans Frontières qui fait beaucoup. Il y a une cohorte de 2000 femmes par an qu'on prend en charge gratuitement, que ce soit le diagnostic, le laboratoire, les années de labo, la radiothérapie, pas la radio, la chimiothérapie et puis la chirurgie. Oui, on est en train de faire ça. Tout à l'heure, Dr Koulibaly expliquait que voilà, il avait le sentiment, et arrêtez-moi si je me trompe, qu'il avait le sentiment que la sensibilisation n'était pas aussi efficace qu'on l'aurait souhaité. Au regard certainement des chiffres dont il dispose. Est-ce que le fait que, que l'assurance maladie, je vous donne la parole tout à l'heure. Je n'ai pas fini. Je vous donne la parole tout à l'heure, s'il vous plaît. Est-ce que le fait que l'assurance maladie ne prenne pas en charge les personnes atteintes du cancer du sein et du col de l'utérus en particulier, ce n'est pas de nature aussi à freiner ces personnes-là à aller se dépister ou même à suivre le parcours médical qu'il faut pour aller vers la guérison? Je vous donne la parole et ensuite... Non, je n'ai pas terminé. Allez-y. Moi, je dis que cette gratuité, si au début les médicaments se trouvaient dans l'AMO, c'est sûr que jusqu'à présent, ça va se trouver. Mais on est en train de faire des réflexions par rapport à la couverture santé universelle. On est en train de avec le RAMU, l'arrivée du RAMU, oui. La couverture ça, on santé, en parle depuis un bon bout de temps. Non. On est en train de mener pas mal de réflexions. On est en train de voir comment mettre ça en place. Ça a été, c'est quand même déjà sur papier. C'est juste pour avoir les textes et puis lancer ça. Vous nous rassurez que le RAMU va prendre en compte les personnes? La couverture santé universelle, quand même, va prendre en compte une partie. Parce que la gratuité, il ne faut pas que ça soit seulement l'État. Il faut que le patient aussi contribue dans son traitement. Je vais parler un peu d'historique, c'est important. Comme c'est fardeau économique. Acte 1. Les premier changement au Mali, ALMAC, Association malienne de lutte contre le cancer. La présidente, à l'époque, une séance de chimiothérapie, à l'époque, dans les années 94-95, à la République du Mali, ça coûtait entre 400 000 et 500 000 francs CFA. Une séance de chimio. Une séance de chimiothérapie. Je ne sais pas quel est le Malien ou la Malienne qui pouvait payer. Donc, la présidente ALMAC, partant de son histoire, s'est fait aider par la Fondation de l'enfance. Il faut dire les choses, à l'époque. Elle a pu faire sa chimio. La Fondation de l'enfance du président ATTP à son âme. Voilà. Que, il me semble-t-il, sa femme dirige aujourd'hui. Exactement. Donc, du coup, vu son expérience et la désert qu'il a fait, association, ils vont aller pleurer, ils vont aller au ministère de la Santé.
Première année, rien. Deuxième année, rien. Ils ont eu une chance extraordinaire d'avoir, c'est pour ça que je dirais haut et fort ici, quand il y a la volonté de faire quelque chose, surtout politique, on le fait immédiatement. Parce qu'on va trouver les ressources. L'État est fort, il est au-dessus de tout. Et je le dis fièrement, surtout, nous sommes en période de souveraineté. Si on pose les problèmes clairement, nos dirigeants vont le faire. Ça, c'est notre rôle en tant que citoyen. Donc, ils ont eu un ministre de la Santé, M. Oumar Touré, son secrétaire général qui était un médecin, qui s'appelle le docteur Lansini Konaté. Ils ont amené la doléance, dit non, on ne va pas prendre 10 femmes en charge. L'État a les moyens, ça fait partie de ses principes régaliens. Il dit, désormais, on va prendre la chimio en charge pour toutes les femmes et tous les cancers au Mali. Rappelle-moi l'année, là nous sommes en quelle année? Et là, c'était en 2009. 2009. Voilà, 2008. 2008. Pardon, donc 2008. Avant l'AMO même. Voilà, avant la... Merci, c'est pour ça que je donne l'historique. C'est très important. Parce que l'AMO, c'est 2008-2009. Exact, c'était avant l'AMO, très important. Donc il dit, d'accord, j'appelle les services centraux. Il a appelé Sciences Tenantes. Mon patron qui fait la chimie au point G, il dit, professeur Dapa, on peut faire la chimie au Wali? Il dit oui. Il a appelé la directrice de la PPM, Pharmacie Populaire du Mali. Il dit, si on fait les commandes, est-ce que dans un mois, ça peut venir? Il dit oui. Il dit, Dapa, mettez-vous ensemble, faites les commandes, je signe les papiers. Et je transforme tout de suite le budget qui a été déjà voté pour l'évacuation sanitaire pour les cancers. On le donne pour tous les Maliens. Et ça, on est en 2008. En 2008, ça fait à peu près 400 millions de francs, 300 et quelques millions de francs CFA. Il le fait. Non seulement les produits sont achetés, l'ironie du sort, puisqu'il n'y avait pas suffisamment de malades, il y a certains produits qui sont périmés. Parce qu'ils ont fait, le professeur n'a pas à faire des prévisions. Et ensuite, les médecins même ne savaient pas. Il n'y avait pas d'information. Donc, l'engouement est venu avec les associations qui ont commencé à informer de service en service où il y a la chirurgie, que maintenant la chimio est gratuite. Premier acte fort de l'État. Donc maintenant, quand il y a eu l'avènement de l'assurance maladie obligatoire, les gens qui ont dirigé, vous avez vu, il y a eu des problèmes. Paix à l'âme du président ATT, il a même dit au Koulibaly d'enlever leur nom. Vous vous rappelez du problème? Donc, le ministère, les dirigeants ont décidé que, je ne sais pas quelle est la raison, que les maladies qui avaient déjà une subvention, comme mieux vaut commencer l'AMO sans ces maladies. Il y avait le VIH avec le Fonds mondial international, la tuberculose sur le plan international, il y avait même les problèmes de gratuité du paludisme chez les enfants et les femmes enceintes. Ça ne faisait pas partie. Et ils ont pris, comme le cancer avait déjà une subvention pour la chimio seulement, parce qu'il n'y a pas la chirurgie, il n'y a pas les diagnostics. Et ils se sont basés sur ça. C'est comme ça le cancer, historiquement, n'a pas été mis sur la liste officielle de l'assurance maladie obligatoire. Ça, vous dites ça, c'est 2011, c'est bien cela? Ça, voilà, 2008. Non, après. Après, donc, quand il y a eu l'AMO, c'est ce que les décideurs ont décidé à l'époque. Et c'est cette décision-là qui continue toujours à présent. Je vais confirmer ce qu'elle dit. Et vous et moi, nous tous, tous les médicaments et tous les examens qui sont dans l'AMO, si tu cotises, tu es à jour, tu as accès. Et à 80%. C'est très clair là. Et ça, on ne peut que féliciter l'AMO et il faut que l'AMO continue et aille plus loin. C'est ce qui va être moi, ce que je vais insister sur d'ici. Un exemple. Vous avez parlé de fardeau. Quand on te pose le diagnostic du cancer tout de suite, le bilan pour faire le stade de ta maladie, pour te donner le bon traitement, le scanner, ça fait 120 000. Quand tu vas dans le public, actuellement, ça te fait 90 000 sans un mot. Quand tu fais la biologie, ça va te coûter au moins 25 000. Ça, c'est même avant le traitement. Et tu fais l'échographie cardiaque, ça va te coûter 10 000. Tout ça, donc, nous sommes à 150 000 francs pour une femme, au moins, qui n'est pas dans l'amour. Mais quand elle est dans l'amour, ça prend en charge à 80%. Donc, du coup, pour résoudre ces problèmes, nous avons un joyau. Le Mali a dépassé toute l'Afrique de l'Ouest dans cette histoire d'amour. Et je vous jure, nos décideurs décident aujourd'hui que tout dans les cancers et dans l'amour à 100%, le problème des cancers est résolu au Mali. Madame Traoré, si vous voulez rapidement répondre, après je vous donne la parole. Juste répondre rapidement, en quelques secondes. Il a beaucoup dit. Mais c'est pour vous dire que vraiment, le fardeau que vous venez de dire là, je crois qu'on a quand même mis en place la radiothérapie avant. Pour avoir accès à la radio, il faut sortir, il faut aller à restaurer. Je pense que c'était 2024, c'est 2024. Novembre 2024. C'est en novembre 2024 qu'on a eu un nouveau appel de radiothérapie en 2024. Avant, les autres ont été arrêtés.
C'était ouvert il y a longtemps, Je peux mais ça ne donner fonctionnait l'historique. pas. Mais tout récemment, on a eu c'était en novembre 2024, si je ne me trompe pas. C'est en novembre 2024 qu'on a eu un appareil radiothérapie. Ça a changé fondamentalement la manière de prendre non, ça a permis quand même de réduire quand même les exploitations sanitaires. Avant, les femmes partaient en Tunisie ou au Maroc pour faire la radiothérapie. Maintenant, c'est accessible au Mali. Je vais vous laisser réagir tout à l'heure. Docteur Koulibaly, de façon pratique, un patient, une patiente est diagnostiquée de cancer du sein ou même du col de l'utérus. Qu'est-ce qu'on fait? Comment ça se passe? Merci pour la question. D'abord, c'est une patiente qui va venir avec des plaintes sûrement. Et les médecins, après son examen clinique, et comme on a dit, le cancer, il faut le confirmer. Donc, on fait d'abord une biopsie. N'oubliez pas de me donner les coûts, s'il vous plaît. Les biopsies, c'est l'acte qui consiste à faire un prélèvement. Non, les coûts, le prix. Le prix de... Ça dépend. Hein. Il y a des biopsies où c'est le médecin même qui fait directement. Il y a des biopsies où on est obligé de passer par une imagerie, par un scanner ou l'échographie. Les coûts diffèrent. En tout cas, en moyenne, c'est dans les 30 000 à 100 000. Déjà, ça, c'est uniquement pour dire que vous avez le cancer ou non pas le cancer. Et le cancer, c'est une maladie. Quand on dit qu'il y a le cancer, la première des préoccupations, est-ce que c'est avancé? Est-ce que c'est évolué? On va parler de à quel stade maintenant? Pour faire ça aussi, et comme le docteur l'a dit, il faut un bilan d'extension, il faut évaluer où est-ce que la maladie s'est arrêtée éventuellement. Donc ça aussi, c'est le scanner, le minimum, sinon c'est l'IRM maintenant. Et l'IRM au Mali minimum aujourd'hui, c'est dans les 165 000 à 200 000 francs. L'AMO ne prend pas ça en charge. Moi-même, je viens de payer pour autre chose, pas pour le cancer, mais l'AMO ne prend pas. Madame Kanté, je vous donne la parole. Vous êtes entourée de femmes, je l'ai dit, dans votre association, des femmes qui sont ou qui ont été atteintes par le cancer. Comment leur prise en charge se fait? Je demande parce que tout à l'heure, on a vu dans le reportage une dame qui disait qu'elle n'a pas les moyens, elle connaît la réalité, l'AMO ne prend pas en charge les cas de cancer. Elle était obligée de... Voilà, elle a eu la chance de bénéficier de l'accompagnement d'une ONG. C'est aujourd'hui comme ça que vous fonctionnez? Bon, c'est Médecins sans frontières qui s'occupait des malades. Donc ça fait un bout de temps que vraiment ça aussi, c'est... Ça a été arrêté? Oui, ça a été arrêté. On sait pourquoi? À part ça, vraiment, je ne vois pas une ONG qui s'occupe vraiment de ça. Mais quel est le travail que vous faites au niveau de l'association des combattantes du cancer? Est-ce que vous faites justement cette démarche de plaidoyer là, qui est nécessaire pour mettre les choses sur de bonnes rails? On a fait beaucoup de plaidoyer auprès du ministère, beaucoup même. Donc, avec les femmes, on les sensibilise. Hein, parce que quand on te dit que tu as le cancer, vraiment, c'est tout de suite la mort que tu vois. Donc, ce n'est pas facile. Il faut les calmer, il faut les rassurer, leur dire que c'est une maladie. Le cancer n'est plus une fatalité. Moi-même, je leur dis mon cas, je leur parle de mon cas. Donc, vraiment, ça les rassure beaucoup. Je vous invite à regarder cette autre infographie qui va nous permettre de parler du diagnostic tardif du cancer du sein en Afrique de l'Ouest. Près de 70% des femmes sont diagnostiquées en Afrique de l'Ouest au stade 3 ou 4. Docteur, et là la question vous est posée à tous, pourquoi les personnes arrivent de façon tardive pour faire un diagnostic? Est-ce que, et là je reviens à la question que je vous posais tout à l'heure, est-ce que c'est un problème d'information? Est-ce que c'est un problème de coût? Comment vous, médecins qui les écoutez régulièrement, vous l'interprétez? Et avant de répondre à cette question, quand on parle d'un diagnostic au stade 3 ou 4, on fait allusion à quoi? Quel est le stade? Je ne sais pas si c'est le mot idéal, mais quel est le stade qui serait mieux? Est-ce que c'est le stade 1, 2? De façon simple, hein, plus le cancer est diagnostiqué tôt, plus il y a moins de coûts à mettre dedans, et plus le taux de guérison est élevé. Donc on dépense moins, on sent mieux, plus vite sa situation. Voilà. Souvent, il y a, par exemple, quand on parle du traitement du cancer, ça implique différents
différents protocoles. Il y a la chimio, il y a la chirurgie, il y a la radiothérapie. Et parfois où on ne peut même plus traiter, et parlons de la guérison réellement, on va parler des soins palliatifs. Mais dès qu'un patient est dépisté tôt, peut-être il y a des cas où tu ne feras même pas la chimio. La chirurgie seule peut régler le problème. Mais quand c'est à des stades avancés, ou stade 3, stade 4, où parfois on ne peut même pas opérer, et on est obligé de passer par beaucoup de soins et ça augmente les coûts. Donc, mieux c'est diagnostiqué tôt, mieux c'est facile à traiter et mieux on met moins de coûts. Alors, docteur Ly, docteur Traoré, quand on parle du stade 3, 4, on fait allusion à quel stade? C'est un stade où il ne faut pas venir, c'est un stade parce que l'on parle de 70% des femmes qui sont diagnostiquées en Afrique de l'Ouest. À ce stade, après le stade 4, il y a quel stade? Alors, après le stade 4, il n'y a pas de stade. Alors, bon, en classe, de façon simple, stade 1, 2, 3, 4. Donc, on va dire stade 1 et 2, c'est les stades initiaux pour bien simplifier. Et stade 3, 4, c'est les stades vraiment évolués de la maladie. Soit localement évolués, soit à distance. Je vous ai parlé de la définition que ça peut atteindre le poumon, le cerveau, quand ça donne des métastases, quelque part dans l'organisme. Alors, moi, je dirais ces chiffres, dans tous nos travaux, le docteur Koulibaly est là. Nous, on est autour, jusqu'à présent, de 80% au Mali, des stades 3 et 4. 80%. Au Mali, nous ne sommes pas à 70%, ça c'est 70%. Ça c'est en Afrique de l'Ouest. Voilà, en Afrique de l'Ouest, le Mali va être dilué là-dedans, mais nous on est encore à 80%. Et ces 80% à peu près, approximativement les 10 dernières années, nous sommes tous d'accord, ça s'est amélioré. Ça s'est amélioré, c'est pour ça qu'il faut remercier la présence des combattantes, grâce à l'action des anciennes malades et de leurs familles, de la société civile. Vous avez vu pendant les reportages, une jeune dame qui vient de finir son traitement, qui est sur tous les réseaux, qui est partout. C'est individuel. On ne lui donne pas de l'argent pour ça comme les combattantes là. Donc nous pouvons sensibiliser que quelqu'un est malade et leur famille. Mais et ce qu'il fait sur les plateaux, c'est d'ailleurs, il faut vous remercier pour cette émission à Octobre Rose. Donc, première chose, la présidente vous a dit manque d'information. Première cause. Deuxièmement, Koulibaly l'a dit, banalisation quand on a quelque chose au sein et culturellement quand ça ne fait pas mal. Quelque chose qui ne fait pas mal, qui ne saigne pas au Mali, les patients n'ont jamais peur. C'est naturel, on banalise les choses, mais ça fait partie de notre culture. Donc, les objectifs de ces émissions, c'est de changer cette tendance. Et je vais dire quelque chose de très important. Comme c'est le mois où on parle de la sensibilisation et du dépistage, je vais me permettre de définir le dépistage, je pense qu'il est important. En réalité, le dépistage, surtout en cancérologie, c'est d'aller chercher la maladie ou une anomalie chez une personne qui n'a strictement rien, qui n'a aucun symptôme. Donc, vous comprenez que l'objectif du dépistage, c'est de trouver le stade 1. Puisque la personne n'a rien. Dans les seins, tu palpes ton sein, tu regardes, après les règles, tu n'as rien. Mais quand tu as l'âge du dépistage, par exemple à 50 ans, tu vas faire la mammographie, il va avoir une image blanche au niveau du sein qui est suspect. Et comme Chloé l'a dit, on va biopsier. Quand on biopsie, paf, on va te dire que c'est le cancer. C'est un stade 1. On ne va pas couper les seins. On va enlever simplement la partie. Chloé sait le faire avec les autres chirurgiens au Mali aujourd'hui. On peut t'épargner de couper les seins quand tu fais le dépistage. Et deuxièmement, cette chirurgie coûte moins cher que la chirurgie aller couper les seins. Deuxièmement, il a dit, en fonction des résultats du laboratoire, probablement tu n'auras pas besoin de la chimiothérapie. Au mieux, tu vas avoir seulement des comprimés qu'on appelle l'hormonothérapie. Et si on fait la radiothérapie, on ne coupe pas, quand on ne coupe pas les seins, quand on fait ce qu'on appelle une tumérectomie, on enlève seulement la lésion. La condition sine qua non, j'insiste, message fort pour les patients, les médecins. Derrière, il faut la radiothérapie. Systématiquement, sinon ça ne se conçoit pas. Et c'est là où je ne la joins pas. Nous sommes des techniciens sur le terrain. Nous, on dit ce que nous vivons avec nos malades. Yes. Le centre de radiothérapie, il est venu, un nouveau appareil est venu. Déjà, il a fait 2 ans, il n'a pas marché. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous sommes des Maliens. C'est comme ça qu'on va construire ensemble. Moi, je serais fier aujourd'hui quand tous les cancers sont pris en charge au Mali. Parce que, parce qu'on va tout faire pour que les patients guérissent. Mais quand il y a des difficultés, il faut qu'on les dise. C'est pour qu'on trouve des solutions ensemble. Donc, du coup, au Mali, c'est rare, quand on fait une tumérectomie, pour avoir la place pour la radiothérapie, c'est un seul appareil pour la République de 22 millions. Ça veut dire qu'on n'a pas tiré la leçon encore
du premier appareil, il a été usé parce qu'il y avait qu'un seul appareil pour tout le Mali. Donc, si on veut que la radiothérapie marche dans les normes, il faut d'autres appareils. Obligatoirement. Très rapidement, on va aux floraisons de questions des téléspectateurs. Donc, c'est les questions que nos téléspectateurs nous ont envoyées. La majorité, ce sont des femmes. Elles sont du Mali et d'ailleurs. Elles nous suivent partout en Afrique et même en Europe. Je vous invite à suivre cette première série de floraison des questions des téléspectateurs et on vous laisse répondre juste après. Ma question est la suivante. Quels sont les facteurs de risque pour développer un cancer du sein? Alors, j'aurais deux questions. Je voudrais savoir d'abord, est-ce que le cancer du sein est héréditaire? Est-ce qu'il se passe de mère en fille? Je voudrais savoir ça. Ensuite, la deuxième question, c'est quel est le cancer qui fait le plus de morts en dehors du cancer du sein en Afrique de l'Ouest? Merci. Pour nous qui portons des soutiens-gorge avec comme support des fers, est-ce qu'à la longue, ça a des impacts? Et par rapport aussi aux serviettes hygiéniques concernant le cancer du col de l'utérus, par rapport aux serviettes hygiéniques que nous utilisons, est-ce que ça a des impacts? Les gels intimes que nous utilisons, les ovules que nous prenons en pharmacie, est-ce que ça a des impacts à la longue? J'aimerais bien savoir. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une tranche d'âge spécifique à laquelle la femme peut être exposée, peut réellement être exposée au cancer du sein et celui du col de l'utérus? Merci à toutes nos téléspectatrices et même téléspectateurs qui nous ont envoyé des questions pour ce numéro spécial qui porte sur le cancer du sein et celui du col de l'utérus. Mesdames, messieurs, vous avez entendu les questions. Il y a quelqu'un qui demandait est-ce qu'il y a un âge à partir duquel on attrape le cancer ou on peut être exempté du cancer? Docteur Koulibaly. Merci pour la question. Au fait, les cancers, quand on essaie de voir dans les pays développés, les cancers, c'est généralement sur les sujets âgés. Mais dans notre contexte, on voit que ces cancers-là touchent de plus en plus des jeunes. Des jeunes, c'est-à-dire à partir de quel âge? Moi, la dernière patiente, la plus jeune que j'ai vue, elle avait quoi? Elle avait 18 ans. Donc c'est possible même d'attraper le cancer. Elle avait 18 ans, oui, effectivement, parce que ça dépend aussi des facteurs de risque. Généralement, on ne parle pas des causes, et c'est pourquoi l'autre a bien fait de nous demander les facteurs de risque. Il y a des situations où ça peut être héréditaire. Donc quand plus le cancer apparaît tôt, à la genèse, plus on suspecte beaucoup plus. Donc si la maman l'a eu, la fille a des chances de l'avoir, c'est bien cela quand vous dites héréditaire? Héréditaire, oui, il y a ça, il y a des notions de cancer dans la famille. Quand il y a des notions de cancer dans la famille, c'est déjà un facteur de risque. Il y a aussi également un gène qu'on appelle BRCA1, BRCA2. Quand ce gène est muté pour une raison X ou Y, la personne est exposée à faire le cancer et elle va faire ce cancer-là très jeune. Voilà. Il y a eu d'autres questions. Il y a une personne qui demandait, qui posait une question au sujet du soutien-gorge. Est-ce que quand on a un soutien-gorge en fer, ça peut développer des cancers du sein? Et elle parlait même des serviettes. Voilà, allez-y. Moi, je crois que ça n'impacte pas les serviettes hygiéniques, non. Mais il y a quand même un virus, papillomavirus humain, qui est quand même un facteur du risque de cancer du col de l'utérus. C'est pour ça qu'on a introduit cette année le vaccin HPV des filles à l'âge de 10 ans. Donc, c'est pour lutter contre le cancer du col de l'utérus. Ce sont les serviettes hygiéniques, non. Mais il y a le virus quand même, c'est un virus qui est sexuellement transmissible. Donc, et ça peut provoquer le cancer du col de l'utérus. Et les gels? Oui, bon, c'est pour appuyer madame, mais pour dire aussi qu'il faut respecter la flore vaginale. Voilà, trop d'hygiène à ce niveau. Je n'ai pas fait d'hygiène, mais trop, surtout les trucs que les femmes utilisent, ça peut détruire cette flore vaginale. Et quand ça détruit, ça expose à faire des infections à répétition et ça peut exposer à faire l'infection au papillomavirus qui est l'agent responsable pour dire que s'il y a une cause
des cancers qu'on peut dire clairement, on va dire que c'est le papillomavirus parce qu'il n'y a jamais de cancer du col sans ce virus. Et donc, quand la flore vaginale n'est pas là, qui protège cette partie intime de la femme, et elle est exposée à faire l'infection au papillomavirus, et dans l'évolution, ça peut évoluer vers un cancer. Merci pour ces réponses de la première série de florilèges de questions téléspectateurs. Nous marquons une courte pause et on se retrouve dans une poignée de secondes. Nous allons parler beaucoup plus du dépistage. Vous allez également répondre aux questions des téléspectateurs et donc on se retrouve dans une poignée de secondes. À tout à l'heure. Rebonsoir et merci de suivre Entreprendre, le premier magazine économique et entrepreneurial au Mali. J'ai la chance d'être accompagné des spécialistes en cancérologie et tout le diagnostic autour. J'ai le plaisir d'être accompagné de Dr Aminata Traoré. Elle est la directrice générale adjointe de l'ONSR, l'Office national de la santé de la reproduction. Merci également à Madame Kadiatou Kanté. Elle est la présidente de l'Association des combattantes du cancer du sein. Merci également à nos médecins, Dr Madanili et Dr Mamadou Koulibaly. L'un est oncologue et l'autre cancérologue, chirurgien. Merci donc d'être resté sur le plateau. Sans plus tarder, je vous invite à suivre cette deuxième série de florilèges de questions. Ce soir, nous donnons un peu plus la parole à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Alors, j'ai 3 questions pour nos spécialistes sur le plateau. La première question est de savoir si en pratiquant les rapports sexuels étant jeune, trop jeune, pourrait causer ou bien donner le cancer du col de l'utérus. En ce qui concerne ma deuxième question, vous savez, le plus souvent, nos jeunes ont du mal à aller se faire vacciner parce qu'ils se disent que non, si on se fait vacciner contre le cancer, ça rend stérile. Est-ce vrai? Comment la vaccination contre les papillomavirus humains et le dépistage régulier des lésions précancéreuses peuvent-ils prévenir l'apparition et le développement du cancer du col de l'utérus? Est-ce qu'une femme atteinte du cancer du col de l'utérus peut contaminer son mari? Merci une fois de plus pour toutes ces questions pertinentes et sans plus tarder, je vais donner la possibilité à nos médecins sur le plateau d'y répondre. Effectivement, elle a parlé de rapport à l'âge très jeune. Donc, effectivement, le rapport sexuel, mais ça, c'est surtout quand il s'agit de partenaires multiples. Voilà, quand par exemple dans nos coutumes, ça on ne peut pas changer, surtout chez les Peuls. La jeune femme, elle est mariée très tôt. Donc là, ça on ne parle pas de ces cas. Mais ceux qui commencent à l'âge très jeune avec des partenaires multiples, et voilà, et ça, effectivement, ça constitue un facteur de risque parce qu'on ne sait pas qui va nous amener le papillomavirus et l'un parmi ses partenaires peut être porteur du papillomavirus et vous transmettre et vous avez la chance de développer des lésions en lésions jusqu'à vous tirer. Donc on ne le dira jamais assez. Donc voilà, prévention, donc fidélité ou abstinence. Jusqu'au mariage. Encore. L'autre question. L'autre question, c'est le vaccin. Est-ce que le vaccin rend stérile? Voilà. Parce qu'on entend plusieurs fabulations autour. Que même quand on suit la chimio, quand on suit tout le processus de guérison, ça peut rendre une femme stérile. Et il y a même d'autres questions. Est-ce que le fait d'allaiter, quand on a été atteinte ou quand on est atteinte du cancer du sein, est-ce que ça peut donner aussi aux enfants la maladie? Alors, les vaccins contre le virus, le papillomavirus, ne rend jamais stérile et jamais bon. Je ne connais même pas de vaccin en médecine qui rend stérile. Donc ça, c'est des croyances. Donc ce n'est pas vrai du tout. Alors, comment la vaccination marche?
pour protéger contre les cancers du col. Donc, comme l'a dit le docteur Koulibaly, l'agent causal du cancer du col, c'est un virus qu'on appelle HPV. Donc, en vaccinant la femme, surtout la jeune fille, c'est l'idéal, avant le premier rapport sexuel. Donc, si on le vaccine, donc, il va produire ou bien des anticorps, donc son immunité va se renforcer. Dès qu'il rentre en contact avec le virus, l'organisme va l'éliminer de façon naturelle. Donc, on sait que le portage chronique du virus au niveau du col de la femme, c'est ce qui fait que le virus va prendre le contrôle de la cellule du col pour donner une multiplication incontrôlée dans les temps et donner tous les signes du cancer. Il faut se faire vacciner à partir de quel âge au moins? Au Mali, ils ont retenu 10 ans. Ouais. 10 ans. Donc, il y a une seule fois dans sa vie? Il y a des débats. Les premiers vaccins, c'était 3 mois. Après, on a validé 2 mois. Maintenant, on est en train de dire qu'est-ce qu'il faut faire une seule dose parce que les tests ont montré que l'immunité devient toujours robuste. Voilà, en fonction des pays, c'est 2. On est en train, pour des raisons de coût, probablement de basculer vers une dose. Donc, est-ce que quelqu'un qui a un cancer du col, il peut contaminer son mari? Non. Il ne peut pas transmettre le cancer par les relations sexuelles, non. C'est pas possible. Non, pas possible. Il peut transmettre les virus. Voilà. Alors, par contre, la question de la vaccination et de la stérilité est différente de la chimiothérapie chez les cancers du sein. Oui, effectivement, la chimiothérapie entraîne des problèmes de fertilité très clairement chez les femmes jeunes. Donc, dans les pays à niveau élevé, toute femme jeune, même pas les seins, quelle que soit la chimiothérapie, non, dans les pays, bon, maintenant même on peut faire au Mali, dans certaines cliniques privées, il y a des cliniques de procréation au Mali pour des problèmes de fertilité. Donc, une jeune dame, on peut conserver ses ovocytes. Donc, après la chimiothérapie, s'il y a un désir d'enfant, si malheureusement elle devient ménopausée par la chimiothérapie, ça peut arriver. Donc, on peut utiliser ça pour qu'elle ait des enfants plus tard. Ça, c'est possible. Donc, la chimio, effectivement, peut amener un problème de fertilité dans un couple. Mesdames, Messieurs, parlons du dépistage. Parlons de la sensibilisation. Depuis quelques années, et cela a été rappelé lors de la première partie de l'émission, le Mali s'est mis complètement dans le rang des pays qui sensibilisent régulièrement, qui incitent régulièrement les femmes à se dépister pour connaître leur statut et et anticiper sur la maladie. Docteur Traoré, aujourd'hui, que fait concrètement l'État à ce niveau? Bon, aujourd'hui, vraiment, nous organisons des campagnes de sensibilisation et de dépistage du cancer du col de l'utérus. Ce n'est pas seulement pendant l'Octobre Rose, c'est vraiment quelque chose de continu. On a des équipes mobiles qui font aussi des sensibilisations et des dépistages. Donc, ça tourne. Le mois de d'Octobre Rose, c'est un mois dédié à la lutte contre le cancer du sein. Bon, on a quand même essayé de fusionner ces 2 cancers qui tuent les femmes ici au Mali pour faire un mois de lutte contre ces 2 cancers. Mais ce sont des sensibilisations, des communications, c'est tout le temps avec la société civile, avec les associations féminines, au niveau des services. Quand les femmes viennent, il y a toujours des 5 minutes de causerie où on fait quand même des sensibilisations pour les femmes pour qu'elles puissent vraiment se faire dépister. Donc c'est continu. Ce n'est pas seulement pendant le mois d'Octobre Rose, mais c'est une activité continue. Mesdames, tout à l'heure dans le reportage, quelqu'un disait que quand on est malade à l'intérieur du pays, le plus souvent on est obligé de venir vers Bamako. C'est un coût supplémentaire au niveau du transport, parfois même du logement si vous n'avez pas quelqu'un. À ce niveau, docteur Traoré, une fois de plus, qu'est-ce que l'État prévoit? Est-ce que ces personnes vont continuer à venir à Bamako pour se faire soigner alors qu'on parle d'une prise en charge qui doit être aujourd'hui étendue? À ce niveau, quelle est la réflexion du ministère? Oui, d'accord, merci beaucoup. Docteur Lee avait parlé qu'il n'existe pas de plan de cancer. Oui, il y a un plan de maladies sexuelles, de maladies non transmissibles qu'on a fait il y a quand même quelques années. Et dans ce plan de maladies non transmissibles, il y a quand même des cancers. Donc dans ce plan, on a quand même prévu la création des unités de prise en charge des 2 cancers
au niveau de ces régions. Mais on n'a pas encore eu de ressources pour vraiment implanter ces centres au niveau régional. Mais c'est dans notre plan, on est en train de réfléchir comment aussi étendre ces services au niveau régional, comme on a fait avec la dialyse. La dialyse, c'est 5 régions maintenant qui sont couvertes par la dialyse. Donc on est en train de réfléchir aussi comment mettre ces centres au niveau régional. C'est dans le plan. Quand tout ce qui est dans le plan, c'est que c'est validé par le gouvernement. Mais maintenant, c'est les ressources qu'on est en train de voir pour vraiment mettre ces centres au niveau régional. C'est quand même une réflexion qu'on a fait et je crois que ça va aboutir un jour. Peut-être pas maintenant tout de suite, mais un jour on va quand même implanter ces centres au niveau régional. Docteur Koulibaly, après Madame. Oui, merci. Bon, je remercie Madame. C'est une chance d'avoir quelqu'un qui répond au nom du ministère. Je pense qu'on pourra faire passer les messages ici. D'abord, nous, on n'était pas très d'accord du fait que le cancer soit associé à ces maladies non transmissibles. Parce que le cancer est très lourd. Le cancer est très lourd, c'est très sérieux et c'est une réalité. On ne peut pas comprendre qu'il y a le plan, il y a la cellule de lutte contre le VIH, il y a la cellule de lutte contre la tuberculose. On ne comprend pas aujourd'hui pourquoi jusqu'à présent, malgré qu'on est bien fourni en ressources humaines, il y a toutes les compétences au Mali aujourd'hui pour faire face au cancer. Mais pourquoi jusqu'à présent, on n'arrive pas à développer un véritable programme de lutte contre le cancer? Le docteur lui a dit que ça n'existe pas. La seule fois où on a essayé de participer à l'élaboration de ce plan, ben après nous, on a vu qu'on n'est même plus invité. On voit d'autres personnes, je ne sais même pas, quel est leur niveau d'instruction par rapport au cancer, mais je vois que de plus en plus, on voit plus d'autres personnes que réellement les vrais acteurs qui sont impliqués. Je vois madame, je vois docteur Traoré. Je suis d'accord avec vous, docteur Koulibaly. L'autre problème que je voulais souligner rapidement, c'est que pourquoi les gens sont obligés de quitter la région pour venir. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de structure de formation en cancérologie. Nous avons appris le cancer par d'autres chemins. Souvent, c'était malheureux parce que soit une personne de la famille a été atteinte, que nous, on a connu, on dit, bon, on va se spécialiser. Nous, on a été obligés d'aller au Sénégal, se former pendant 5 ans et pour venir servir notre pays. Mais malheureusement, quand on est venu, en tout cas, on n'a pas vu une vraie politique de formation. Donc, c'est obligatoire de former des cancérologues au sein de l'université. Pour les étendre dans les régions. Pour les étendre dans les régions, afin que les gens puissent rester sur place et ça va réduire considérablement les coûts. Docteur Lijon, je suis d'accord avec vous, le fait que les 2 cancers sont noyés dans le plan des maladies non transmises, je suis d'accord. On a même réfléchi, on a même un draft zéro du plan de cancer du col de l'utérus et au niveau de l'UNACER qu'on n'a pas encore validé. Donc on a ce plan. Je suis sûr que vous avez participé à et ça rentre dans les perspectives. Et là, on n'est pas très d'accord. On ne peut pas aussi chuchoter ces 2 cancers, alors qu'il y a beaucoup de cancers. Quand on va prendre l'estomac, l'estomac il fait des ravages. Non. On aura l'ONACER, c'est la santé. L'ONACER, est-ce que réellement l'ONACER est approprié pour abriter tout ça? Non, l'ONACER, c'est le cancer féminin. Il y a un point que nous n'avons pas évoqué. Il nous reste malheureusement quelques minutes. On va essayer d'avancer très rapidement. C'est la prise en charge dans un centre. Aujourd'hui, Madame Kanté, vous l'avez expliqué, quand vous avez été prise en charge, c'était dans un seul centre où vous êtes allé de centre en centre. Comment est-ce qu'à ce niveau ça s'est passé? Et finalement, et la question vous est posée à toutes et à tous ici, aujourd'hui, la prise en charge, comment est-ce que ça se fait? Je sais que le cri de cœur des femmes atteintes de cancer, c'est d'avoir un centre dédié. Oui, vraiment. Parce que la prise en charge, ce n'est pas facile. Surtout les gens viennent en retard, à un stade avancé. Donc déjà, tu es fatigué. Donc s'il faut aller faire les analyses au point G, la radio à l'hôpital du Mali, et la chimio, hein, par exemple au Luxembourg. Donc vraiment, c'est va-et-vient la fatigue, les balades. Et si on avait un centre, là où on peut faire tout ça, vraiment ça vous permettrait de voir la vie en rose. C'est ça. Docteur Madanili, on parle justement de prise en charge, on parle d'évolution.
Mais quels sont les défis qui demeurent? Les défis sont énormes, mais je précise des choses. Alors, il y a des sortes de dépistage, rapidement. Il y a ce qu'on appelle le dépistage de marche organisé. Ça fait partie des droits régaliens de l'État. Même aux États-Unis, qui est un pays privé, c'est libéral, c'est l'État qui organise ça. Ça veut dire que c'est l'ensemble des citoyens, avec un corollaire derrière. Quand il fait un dépistage de masse, les gens qui sont diagnostiqués doivent être pris en charge gratuitement à 100%. Donc le Mali est loin de ça d'abord. Deuxièmement, c'est ce que tout le monde fait. Les associations, les ONG ont fait des dépistages spontanés. Donc en fonction du moyen, on va dire, on fait le dépistage, on va prendre tel patient en charge. Exemple, les centres où je suis, les centres internationaux d'oncologie du forum médical, l'idée c'est de faire tout sur place. Si au lieu que les malades, comme il a dit, se déplacent pour aller ailleurs, nous on fait venir les médecins, s'il a la compétence au centre pour voir les malades. Une fois que tu as un diagnostic du cancer, parce qu'il faut aller étape par étape en tenant compte des réalités. Nous avons fait une campagne de dépistage à l'occasion de la journée internationale de la femme le 8 mars, financée par la Fondation BOA. Nous avons dépisté sur la rive gauche, droite, derrière, 3000 femmes, 5 écoles, 8 cas de diagnostic du cancer du sein et 5 cas de cancer du col et plus d'une trentaine de lésions précancéreuses. Tout ceci a été pris en charge entièrement. Chimiothérapie, chirurgie, radiothérapie, parce que c'est gratuit déjà, c'est l'État qui les subventionne. Parce que ça a été pensé avant. Et la fondation, quand on a fait les estimations, la fondation BOA a dit, moi je peux mettre ça là-dedans. Donc, comme nous avons fait du dépistage pour les parents et les patients pauvres, ils sont tous pris en charge. Ça fait partie des prérogatives ou bien des fonctions de la vision du centre où je suis. Et nous faisons le dépistage individuel tous les jours. Tu viens en consultation, je vais me faire dépister. Tu as les spécialistes pour te dépister et quels que soient les cancers. Deuxièmement, nous avons un rôle de formation capitale. Comme l'a dit Koulibaly, nous formons des étudiants en médecine en thèse, surtout ceux qui souhaitent faire la cancérologie après. Nous avons pris les bras encore la société civile. Elle est là aussi. Et actuellement, je le dis fièrement, j'ai 4 de mes étudiants qui sont en train de se spécialiser en cancérologie. Probablement, ce serait dans 5 ans dans les futurs centres jumelles dans les régions que nous allons créer, je l'espère, avec l'aide de Dieu. Donc, ils sont en cours de formation. Et c'est grâce aux activités internationales du sang et de formation sur des programmes que ces gens-là sont en train de se former. Et troisièmement, la prise en charge. Elle est coûteuse, comme vous l'avez dit. Mais les centres aussi ont une vision sociale. Madame est là, elle peut témoigner. Docteur Koulibaly là, elle est témoignée. Prérogative du centre et notre premier principe, partout où j'ai été au Mali, quelqu'un qui vient nous voir qu'il a un cancer, surtout, on les prend en charge. S'il ne peut pas payer, on ne va pas les mettre sur les carreaux. C'est ça, il faut avoir le côté humaniste. C'est un centre qui est semi-privé, moi je dirais comme ça. Parce que nous avons les tarifs d'un hôpital considéré privé, considéré comme public. Là où j'ai quitté, j'ai gardé les mêmes tarifs pour la population malienne. Donc du coup... Donc, il faut être optimiste sur la prise en charge. Il faut être primaire. Et surtout, ce qui est important, la chimiothérapie qui coûtait, quand quelqu'un paye directement, puisque l'assurance ne prend pas en charge, il faut être clair. Et le gouvernement, les produits que le gouvernement subventionne, comme la taille n'a pas évolué et l'argent, vous comprenez qu'en 3 mois, ce stock est fini. National, il est fini. À cause du nombre de malades. Ça, ce n'est pas la faute des médecins. Donc du coup, ça c'est un fait à cause de la crise actuelle. Donc du coup, quand ça finit, les gens vont payer. Et l'une des choses que j'ai découvert, c'est pour ça qu'il faut avoir une vision dans les centres, que les prix des médicaments peuvent diminuer 5 fois moins. Ça dépend comment on va commander et le côté social qu'on va mettre. Donc du coup, une chimio qui coûtait 200 000, la personne va payer maintenant 75 000 à peu près. Dans votre centre? Dans votre centre. Donc du coup, il y a des efforts pour continuer à baisser les prix avec nos partenaires. Mais est-ce que c'est supportable sur le long terme? Parce que vous l'avez dit, il faut des financements pour vous accompagner. Est-ce que, parce qu'on a vu... C'est supportable parce que c'est une vision nationale. Nous, l'un des premiers critères de notre centre, nous n'acceptons pas de subventions comme ça, non. Parce qu'il faut que ça soit périn. Ça soit périn, c'est quoi? Il faut que les gens payent les consultations. Ça soit périn, il faut que les gens payent la chimiothérapie. Ceux qui ont les moyens, on a actuellement une cagnotte
des gens qui viennent dire, mais cette histoire doctorale, c'est compliqué, elle est témoin. Comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut aider les gens? Ah, voilà la liste de tel ou tel patient qui ont des problèmes de foin. Et ils supportent. La solidarité nationale. D'accord. Madame, justement, Madame docteur Traoré, je vous invite à regarder cette dernière infographie et je vous donne la parole. C'est le nombre, donc c'est tiré du ministère de la Santé et du Développement social. C'est le nombre de femmes dépistées en 2024. Pour ce qui concerne le cancer du sein, on parle de 43 236 dépistages. Sur les 43 236 dépistages, on parle de 384 cas suspects dont on parlait tout à l'heure, dont 134 cas référés. Pour ce qui concerne le cancer du col de l'utérus, l'année dernière, donc d'après toujours les données du ministère de la Santé et du Développement social, il y a eu 47 791 dépistage. Sur les 47 000, il y a eu 751 cas suspects, dont 284 cas biopsie. Merci pour la précision. 394 liaisons pré-cancéreuses et 22 traités, même guéris. Je sais que les perspectives cette année, c'est de partir, je pense, pour le dépistage, on parle de 130 000 dépistages. Oui, cette année, 130 000 dépistages. Cette année, on doit le faire. Ce qui concerne le cancer du sein, ça c'est l'autopalpation, bien sûr. Quand la femme voit une nodule au niveau du sein, c'est pour aller vers les centres spécialisés. Mais le cancer du corps, on a quand même mis en place les produits, c'est-à-dire le Lugor, l'acide acétique pour le dépistage du cancer du corps de l'utérus. Donc on a mis ça partout, au niveau de toutes les régions. Il y a quand même ces produits qui sont disponibles. Et la sensibilisation aussi continue. On est en train de faire des campagnes de sensibilisation. On a demandé à toutes les régions vraiment de sortir et faire la sensibilisation pour que les femmes viennent au niveau des structures se faire dépister. Donc les produits sont disponibles. Dans toutes les régions, on a mis en place des produits pour le dépistage. Je vous donne la parole juste après ce dernier florilège de questions de nos téléspectateurs. La chimiothérapie est-elle le seul moyen par lequel on guérit du cancer ou des cancers? En dehors de la mauvaise coloration de la peau, des douleurs, de la présence des bulles dans le sein ou des ganglions, quels peuvent être les autres signes annonciateurs des cancers du col de l'utérus et du sein? À quel moment également une patiente peut-elle être ou bénéficier de la grâce de guérir de cette maladie? Autre question en rapport avec la récidive. Une patiente atteinte de cancer, déclarée guérie après un traitement, qu'est-ce qui peut expliquer qu'au terme d'une période donnée, elle puisse refaire la maladie? Est-ce que farafin fura bɛ se ka cancer bana furakɛ? Farafin fura ni farafin yiriw, est-ce que olu bɛ se ka cancer bana furakɛ? Le traitement du cancer coûte tellement cher au Mali. Pourquoi? Et une autre question encore. Est-ce que, étant pauvre, je pourrais faire le traitement dans un hôpital public au Mali? Voilà. Est-ce que l'on guérit complètement du cancer du col de l'utérus et celle du sein? J'ai une seule question à poser à la victime. Bien sûr, si elle n'est pas un peu de trop, c'est pouvez-vous nous décrire le moment où vous avez reçu votre diagnostic? Quelle a été votre première réaction? Et après, quel message d'espoir ou d'encouragement aimeriez-vous transmettre à une personne qui vient d'être diagnostiquée? Merci. On va commencer par vous, Madame Kadiatou Kanté. Bon, quand moi j'ai appris ma maladie, vraiment tout de suite là, c'était chaud. Je me voyais déjà partie, quoi. Parce que moi, j'étais veuve. J'étais avec mes enfants, donc chaque fois, je me cachais pour pleurer. Mais pendant le traitement, j'ai appris qu'il y avait plus de peur que du mal. Le cancer n'est plus une fatalité. Et il est traité chez nous, ici. Moi, j'ai fait 2 fois le cancer. Je ne suis allée nulle part. C'est au Mali que je me suis fait traiter. Et aujourd'hui, je suis dans mes 10e année maintenant.
je n'ai aucun signe de cancer. Je ne prends aucun comprimé contre le cancer. Donc, vraiment, je remercie le bon Dieu et je remercie les docteurs qui s'occupent du cancer. Parce qu'il y a les chirurgiens, les laboratoires, tout au Mali, qui sont là au Mali ici, vraiment. Mais l'association vous permet de vous soutenir entre vous, d'avoir cet accompagnement psychologique? Oui, surtout ça, parce que ça compte beaucoup dans le traitement. Donc on les sensibilise, on leur dit que vraiment ils vont s'en sortir. Le cancer n'est plus une fatalité, quoi. Docteur Koulibaly, les questions qui ont été posées. Avant les questions, c'est pour dire que l'association joue un grand rôle dans la lutte contre le cancer. Parfois, on est confronté à des situations où les patientes, souvent, ils refusent même d'adhérer au traitement. Parfois, on appelle Madame la présidente pour sensibiliser ces femmes-là afin qu'elles puissent adhérer. Parce que quand on voit quelqu'un qui a guéri, qui a vaincu le cancer, ça les motive à adhérer vraiment. Donc pour ça, je les encourage à continuer ce combat-là. Merci. Maintenant, les autres signes en dehors de la douleur des ganglions pour le cancer du sein et du col. Le cancer du col, le maître symptôme, c'est le saignement. C'est un saignement qui apparaît. C'est généralement les femmes qui ne sont pas ménopausées. Quand vous voyez qu'il y a un saignement en dehors des règles, et ça, c'est vraiment inquiétant. Et c'est des saignements au début, c'est un saignement de contact. Après un rapport ou après une toilette intime, si vous voyez que ça saigne en dehors des règles, là, tout de suite, ça doit inquiéter et vous devez voir un spécialiste pour savoir c'est quoi réellement ce saignement. En dehors de ça, c'est des autres, comme elle a dit, il y a la douleur, il y a aussi les signes d'atteinte des organes de vaginal. Le col est en rapport avec certains organes comme la vessie, il va avoir des signes urinaires. Il y a aussi derrière aussi, il y a des signes d'atteinte du rectum qui se manifestent soit par une fistule ou par autre. En tout cas, il y a plein de ces signes-là qui, souvent même, c'est des douleurs osseuses que vous allez ressentir et il faut tout de suite venir consulter. Et on ne veut même pas que la découverte soit à ce stade, et réellement, parce que si vous voyez que ça atteint un organe de voisinage, on est déjà dans les stades 3 et dans les stades 4. Donc déjà, ça, c'est pas intéressant. Par rapport au sein, effectivement, le sein, c'est, comme elle a dit, c'est en dehors. La douleur, c'est pas le premier plan. Généralement, c'est soit le sein a changé d'aspect, soit le mamelon est ombiliqué, a changé sa position, soit il y a un phénomène de peau d'orange, et soit il y a une plaie, et soit il y a un écoulement. Donc tout ça, ça peut être des circonstances. Ou soit, en dehors de tout ça, il y a une complication de la maladie. La personne, à la moindre des choses, peut avoir une fracture, à la moindre des traumatismes. Et ça veut dire que les os sont devenus fragiles. Il y a une atteinte osseuse. Et banalement, c'est des patients qui peuvent faire une fracture. Peut-on se soigner avec des médicaments traditionnels? Je dis non. C'est ce qui retarde même la prise en charge de ces maladies. Donc, le traitement traditionnel, ça ne guérit pas le cancer. Le cancer, quand on soupçonne, il faut aller vers des structures sanitaires, se faire dépister, c'est tout. Le traitement traditionnel, ça retarde la prise en charge. Docteur Madani, les questions que vous avez notées très rapidement avant qu'on ne commence. Alors, est-ce que la chimiothérapie, c'est le seul traitement du cancer? Non. Dans la prise en charge du cancer, il y a ce qu'on appelle la stratégie thérapeutique. Il y a la chimiothérapie, la chirurgie, la radiothérapie, et spécifiquement dans les seins, il y a l'hormonothérapie. Donc, du coup, voilà, grosso modo. Donc, non, ce n'est pas la chimiothérapie le seul traitement. À quel moment on parle de guérison? C'est ça la première question d'abord. Oui. Alors, vous avez vu que dans la définition que j'ai donnée du cancer, c'est une maladie qui est sournoise, intelligente, très maligne. Donc, nous, elle peut partir et revenir. Voilà. Donc, du coup, nous, on dit quand le traitement est fini. Supposons quelqu'un a un cancer du sein, à peu près 1 an, tout le traitement est fini. Donc, on rentre dans la période de surveillance active. Et nous disons, quand il n'y a aucun signe de la maladie, on ne parle pas de guérison d'abord, on dit la personne est en rémission complète. Ça peut durer combien de temps? Alors maintenant, c'est après 5 ans, on déclare quelqu'un guéri. C'est là où on parle de survivance? Voilà. Donc madame est guérie. Tu dois, c'est vrai, elle est guérie. Maintenant, pourquoi il y a la récidive après? La cellule, elle est maligne. Malgré les 5 ans, dans certaines situations, comme c'est une cellule, elle va se mettre à dormir quelque part dans l'organisme. Pour des facteurs externes ou d'autres situations de stress de la vie, elle peut se réveiller. Donc, il y a même des gens, après 10 ans d'un cancer du sein récidive, on va faire la biopsie,
on va trouver la même caractéristique du même cancer qui a été traité il y a 10 ans. C'est pour ça qu'on doit bien archiver les tumeurs et bien les garder. Alors, donc ça c'était récidive, guérison. Alors, étant pauvre au Mali, est-ce que quand on a un cancer, on peut être traité? Oui. La solidarité malienne est telle que l'État d'abord, on va commencer par l'État parce que c'est les principes fondamentaux et régaliens de l'État. L'État a créé ce qu'on appelle l'ANAM, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas en mesure de se prendre en charge, il y a ce qu'on appelle les certificats d'indigents. Quelqu'un qui a un certificat d'indigent au Mali. Je pense qu'on pense au ministère de la Solidarité. Voilà, donc tout soin, une fois que tu as ce certificat, ça commence par ça. Tous les soins qu'on va te prodiguer, c'est gratuit dans tous les hôpitaux publics du Mali. Même souvent dans les privés, les indigents, voilà, on peut les prendre. Voilà. Donc ça, c'est important. Personne n'est laissé sur les carreaux dans les systèmes de santé du Mali. Ce que je voulais ajouter, ça fait plaisir quand même de voir des anciens malades qu'on a opérés après 5 ans qui sont là à faire des témoignages. Ça aussi, c'est vraiment encourageant. C'est pour dire aux Maliens et aux Maliennes qu'on peut bien traiter le cancer au Mali et que les gens adhèrent vraiment au dépistage, qu'on arrive à faire les dépistages, la détection très tôt et on peut guérir du cancer. Et pour le mot de la fin, en 30 secondes chacun, s'il vous plaît, aujourd'hui, on parle de dépistage, on parle de sensibilisation. Quel est le message que vous aimeriez que nos téléspectateurs qui nous regardent depuis plus d'1 heure retiennent? On va commencer par vous, docteur Coulibaly. En tout cas, merci pour cette opportunité qu'on attendait très souvent. Et d'abord, il faut que l'État s'engage. Ça, c'est une première des choses. Que on ne dit pas que l'État ne fait rien. L'État fait beaucoup de choses en rendant la chimiothérapie gratuite à un moment, les produits de la chimio, même si ce n'est pas continuel, le docteur Mandane peut le confirmer, qui est un véritable programme de lutte contre le cancer. Dans tous les pays, dans les systèmes sanitaires, il faut ce programme. Il faut soit un programme, un plan national, et les objectifs seront définis dans ce plan. Et généralement, les gens l'évaluent en 5 ans. Dans 5 ans, quinquennal, on a tel objectif à atteindre. Et après, on passe à d'autres objectifs. Au Mali, on n'arrive pas à bouger d'un autre. Donc, s'il y a un message à passer, c'est de dire à l'État que les acteurs sont là, ils sont disponibles, et on attend soit une invitation, une audience, et qu'on en discute réellement, qu'il y a un véritable programme. Aujourd'hui, on a des compétences. On a des compétences, ça c'est sûr. Et l'autre message aussi est que ces acteurs-là soient impliqués. Si je vous dis l'histoire rapide de la radiothérapie, c'est un traitement qui est indispensable pour traiter le cancer. Et quand on amène à désinstaller un appareil, un seul appareil, alors qu'il faut un appareil pour 1 million d'habitants. On est à 22 millions, on a un seul appareil, et ce seul appareil, pour le changer, on va désinstaller, alors que ça pouvait se débrouiller et attendre 2 ans, voire 3 ans. Donc c'est pour dire qu'il faut réellement impliquer les acteurs aussi au plus haut sommet pour lutter contre le cancer. Et il faut la formation. Et réellement, si on veut éviter que les gens viennent de Tombouctou, de Kidal pour venir se traiter ici, il faut que l'université aussi engage la formation et toute la compétence est là pour former ces jeunes Maliens qui vont aller aussi traiter les Maliens de l'autre côté. Madame Kadiatou Kanté, votre association travaille aux côtés des femmes atteintes de cancer depuis un bon bout de temps. Vous, quel est votre message? Quel est ce message que vous lancez à toutes ces femmes-là qui ont peur de se faire dépister, qui ont peur de connaître leur statut, qui ont peur en fait qu'on leur découvre une maladie? Moi, je dirais que quand tu as peur, quand tu dis que tu as peur, c'est en ce moment que tu dois aller chercher à connaître ton statut. Parce qu'un cancer découvert tôt est guérissable. Donc, on est au mois d'octobre, au mois de sensibilisation et de dépistage. Donc, je lance un appel à toutes les femmes d'aller se faire dépister. Ça se fait partout, dans les CESCOM, dans les CCRF, dans les hôpitaux, dans les cliniques. Ça se fait partout. Et puis, c'est gratuit. Hein? Et pendant ce mois-là, pendant ce mois, si tu trouves que si on te diagnostique le cancer, la prise en charge est gratuite. Hein? Donc vraiment, je demande aux femmes de ne pas rester à l'écart. Hein?
profitez de ce mois-là pour connaître votre statut. Ensuite, il y a le vaccin pour les enfants. Hein? Vraiment, ça va beaucoup diminuer le cancer chez nous. Parce que autrefois, on voyait que c'était le cancer du sein qui était plus nombreux. Mais maintenant, c'est le sein. Donc, si on ajoute le vaccin contre le cancer, vraiment, je crois que avec le temps, le cancer va vraiment diminuer chez nous ici. Docteur Madanili, après on va laisser Docteur Traoré le soin de conclure. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour réduire le coût de la prise en charge du traitement et tout ça? Alors, donc avec votre message fort. Alors, ce que moi j'ai dit, dans la prise en charge du cancer, partout dans le monde, aucun malade ne peut supporter seul la prise en charge du cancer et aucune famille. Malheureusement, même si ça arrive à le premier responsable qui est le Mali aujourd'hui, on ne le souhaite pas. Son salaire du Malien ne peut pas. Donc, il faut la solidarité. Et nous avons une solidarité extraordinaire qui s'appelle l'assurance maladie obligatoire. Le prochain travail pour gagner la bataille contre le cancer au Mali, il faut que la prise en charge du cancer soit à 100% dans notre assurance, comme partout dans le monde. C'est une solidarité. Moi, toi, nous cotisons tous. Celui qui tombe malade va bénéficier. On ne peut pas avoir une solidarité naturelle plus que ça. C'est les autres assurés qui payent pour les malades. Ça, c'est très important. Dernière chose, il faut, comme on l'a dit, on va profiter de ce mois. Bien vrai que c'est notre quotidien, il faut que les gens viennent se faire dépister. Moi, j'irai loin. Toute femme qui aura une anomalie au niveau de son sein ou un saignement, comme l'a dit, ils peuvent venir au Centre international d'oncologie. Il est ouvert 24 heures sur 24 pour se faire consulter, se faire rassurer. Et si jamais c'est un cancer, poser le diagnostic rapidement et entamer la prise en charge avec toutes les facilités les plus possibles. Je vous remercie. Pour le mot de la fin, on va vous donner la parole, Docteur Aminata Traoré. Je rappelle donc vous êtes la représentante de l'État sur ce plateau. En tout cas, vous êtes la directrice générale adjointe de l'Office national de la santé et de la reproduction. Ok, merci beaucoup. Je veux remercier les collègues qui sont là, l'association des femmes combattantes et vous-même de nous avoir invités sur ce plateau. Et je remercie aussi le ministère de la Santé pour vraiment son engagement dans la lutte contre le cancer au Mali. Bon, c'est pour vous dire que le docteur Koulibaly, il faut être tranquille. Le plan cancer que nous avons eu à élaborer, nous allons passer à la validation technique et vous serez invités. Donc, je crois que vous aurez un mot à dire pour la validation. Et c'est pour aussi lancer un appel à toutes les femmes. Le cancer, ce n'est pas quand il se déclare qu'il faut le traiter. La prévention, c'est ce qu'il faut faire. La santé, maintenant, il faut qu'on aille vers la prévention. Parce qu'il faut donc, il faudrait vraiment qu'on privilégie la prévention. Faisons-nous dépister. Le dépistage, ce n'est pas seulement quand on a mal. C'est par an. Le cancer du col de l'utérus, il faut le faire au moins une fois par an. Il y a les tests simples, l'inspection visuelle à l'acide acétique et au ligol, qui n'est pas coûté au Mali. On le fait. Et au niveau des centres, c'est gratuit. Et il y a aussi un autre test qu'on fait, les tests, le prélèvement vaginal qu'on fait pour aussi voir s'il n'y a pas les cellules, le frottis cervical, pour voir s'il n'y a pas une infection à l'axe privé. Ça, c'est un peu coûteux. Mais celui qui est maintenant disponible pour tout Malien, c'est l'inspection visuelle à l'acide acétique et au ligol, qui est gratuit actuellement au Mali. C'est pour demander aux femmes de sortir, de se faire dépister. Et aussi, qu'est-ce que je veux dire? La radiothérapie. On a la radiothérapie. Et vous avez parlé de 22 personnes au Mali. 22 millions. Et ce n'est pas les 2 millions qui vont tomber malades. Donc, il y a quand même un pourcentage. C'est un ratio de voilà, donc on ne souhaite pas que ces 2 personnes soient 22 millions. Donc, on est là, on va travailler sur ça. C'est sûr qu'on a déjà un appareil, le premier appareil, et c'est sûr qu'on va aussi renforcer le plateau technique avec tous les appareils.
tout ça, c'est le moyen et je suis sûr qu'on aura des moyens pour le faire à l'avenir. Merci beaucoup. Cancer du sein et du col de l'utérus, un fardeau économique pour les familles. C'était le thème de cette émission. Merci à toutes et à tous d'être venus sur ce plateau, nous édifier sur ce thème. Merci infiniment à Madame Kadiatou Kanté, présidente de l'Association des combattantes du cancer du sein, survivante du cancer du sein. Merci infiniment également à Dr Aminata Traoré, directrice générale adjointe de l'Office national de la santé et de la reproduction. Merci infiniment Dr Madamili, oncologue médical, responsable du Centre international d'oncologie du Forum médical de Bamako. Merci Dr Mamadou Koulibaly, chirurgien et cancérologue. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et à très bientôt sur TMA.